Ivre de ce potentialité mais plongée dans la dépression, la République démocratique du Congo n'est plus que l'ombre de ce qu'elle fut. Le Congo porte en lui-même les réponses de ce que j'appelle le malaise né. Face à l'inefficacité des réponses politiques successives, l'État s'émeurt. La crise identitaire est-elle au cœur du mal-être congolais? Nous avons commis toutes les erreurs possibles. Aujourd'hui, il nous faut nous réconcilier, faire le point de manière neutre, sans état d'âme, sans un esprit partisan. Jean-Luc Moudiaï, invité de ITW. Tout comme le soleil se lève avec éclat chaque matin et se couche le soir aux horizons du grand et majestueux fleuve Zaïre, fier d'avoir apporté à l'humanité le ferment de survie nécessaire. La RDC se trouve dans un moment de crise identitaire, je peux dire, tout en ayant l'assurance qu'en réalité, elle est à l'aube d'un grand avènement. Comment construire cette crise? Comment remédier à cette crise? En fait, pour nous, parce que je me présenterai peut-être par cette expression ultime génération, nous avons simplement compris qu'au fil des temps, en réalité, nous étions dans une incapacité d'affirmer une orientation qui puisse permettre à toutes les forces vives de la nation de converger de commun accord de manière durable. Et donc, l'ultime génération est pour nous quelque chose, un concept inventé il y a peut-être une vingtaine d'années, qui nous permet de comprendre qu'en réalité, au-delà de cette génération présente, qui est dans la force de l'âge, dans la maturité de l'âge, il ne sera pas possible de reconstituer une identité claire. Qui est congolais, qui ne l'est pas? Tout le monde peut devenir congolais. C'est justement ça une crise identitaire, quand on n'est pas capable de dire comment on est d'une telle nationalité ou comment on ne l'est pas. Ce qui importe pour moi à l'heure, et pour nous, pour mieux dire, c'est de comprendre qu'en fait, depuis l'indépendance, nous avons fait quelques tâtonnements à travers lesquels, en réalité, on peut lire les forces qui peuvent nous diriger. Si nous arrivons à réconcilier ces différents points de vue, nous pouvons faire émerger ce qui sera ferme et durable. Et il est bon d'ailleurs de comprendre que lorsque nous disons réconciliation, nous ne regardons pas nécessairement ceux qui sont vivants. La réconciliation concerne les vivants d'aujourd'hui, les vivants d'hier et les vivants de demain. La question est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant la pénétration, l'occupation coloniale, qu'est-ce qui s'est passé pendant cet exercice de joug colonial. Et après la levée de ce joug, comment peut-on retrouver nos sens de manière à garder notre identité, à affirmer une identité? Je ne parle pas, parce que finalement c'est assez simple au Congo-Zaïre, je vais expliquer ce terme plus tard. C'est très facile de faire des raccourcis quand on entend un discours comme ça. On va vous dire, ça c'est le recours à l'authenticité. Non, ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons d'une identité qui permet à une nation d'exister dans le concert avec son identité, avec sa spécificité. Par exemple, on peut savoir très bien comment se comporte un Iranien. Quelle est la pensée d'un Cubain? Mais aussi bien dans les nations fortes à grande propagande, on sait bien qui est américain ou qui est français. Donc notre ambition ou notre part de réponse dans la crise d'aujourd'hui, c'est de pouvoir re-questionner les points fondamentaux suivants. D'abord le nom, ensuite l'hymne, troisièmement le drapeau, parce que c'est un symbole fort. Je mettrai un peu de côté pour la circonstance que je peux appeler le totem et la devise, mais qui sont tout autant importants.
En fait, il faut comprendre que le Congo est un agglomérat de plusieurs entités qui étaient très différentes. C'est des entités avec des cultures différentes. En fait, c'est le rassemblement de plusieurs ethnies, de plusieurs nations. Et donc, c'est à partir de cet entendement essentiel que l'on peut arriver à comprendre qu'en fait, le Congo porte en lui-même les réponses de ce que j'appelle le malaise nègre, c'est-à-dire comment faire converger en un État moderne autant d'ethnies à cultures différentes, c'est-à-dire toutes ne sont pas, par exemple, de type polyandrique ou elles sont de type très différentes. Donc cela fait qu'en réalité, lorsqu'on arrive à faire cette réconciliation dans la gestion d'un État moderne, on a réussi le triomphe de la culture nègre de manière globale. Qu'est-ce qui nous importe aujourd'hui? C'est de répondre aux 5 éléments que nous avons posés. Si on n'y répond pas de manière claire, ferme, en réalité, on va rester sur une mimique qui peut nous anéantir, justement parce qu'on n'aura pas été capable de faire converger les forces vives de toute la nation. Pour notre part, prenons en premier terme ce que je peux appeler le nom. Quand on nous pose la question de quelle nationalité êtes-vous, les gens disent « je suis de nationalité congolaise ». Alors, la ruine d'un État, d'un peuple, c'est une incapacité à pouvoir se nommer de manière spécifique. Or, nous savons qu'à côté de nous se trouve la République du Congo, nationalité congolaise. Donc, si nous sommes revenus sur un nom en ayant bien conscience qu'il existe à côté de nous un État qui porte la même identité, ce que nous sommes incapables de nous nommer de manière spécifique. Pour moi, c'est l'expression suprême d'un échec d'une intelligentsia politique, sans pouvoir dire qu'il faut les mettre au frigo, mais il faut être capable de se remettre en question. Donc, il y a d'abord cette question de nom, et puis, bien sûr, l'hymne national sur lequel nous avons travaillé de manière durable, et nous avons quand même abouti à des conclusions assez fortes qui peuvent être perturbantes, mais qui sont utiles pour pouvoir affronter la réalité et sortir. On ne propose pas un nouvel hymne, on remédie à une crise. En fait, comment cela s'est passé en 1960? Beaucoup de gens ne savent pas qu'en réalité, en 1960, on n'avait pas d'hymne, donc à l'indépendance. Voilà pourquoi tout le monde a dansé l'indépendance. Tcha-tcha, c'est parce que l'hymne n'était pas publié. Donc, en reconsidérant rien que ce fait-là, on peut regarder et se dire, tiens, que s'est-il donc passé pour que l'on arrive à cet état? L'hymne national que nous chantons à ce jour, Debout Congolais, a été chanté pour la première fois sur le territoire belge. Donc, pour nous, c'est une antinomie. Qu'est-ce qu'un hymne national? Un hymne national est en réalité une espèce de formule incantatoire de tout un peuple qui lui permet de mépriser, de mobiliser toutes les forces cosmiques pour pouvoir en réalité arriver à forger une place, une identité, une mission dans le concert des nations. Donc au-delà des mots, il y a toute la rythmique, il y a toute l'harmonie des sons qui sont utiles pour pouvoir faire avancer ce que nous appelons l'hymne. Quand vous lisez l'hymne national de Debout Congolais, il pose quelques problèmes. Il suffit d'être froid, d'être totalement neutre, de lire les mots pour se rendre compte que si l'auteur était réellement congolais, ça veut dire que la couleur et sa perception de toute la période coloniale a été empreinte de ce qu'on peut appeler l'aliénation mentale. C'est peut-être méchant de le dire en ces termes, mais c'est ça la réalité. Ou alors, tout simplement, il s'agit d'un nom d'emprunt et il a pris sous la plume de quelqu'un. Ce sont des choses courantes dans l'histoire des nations, dans l'histoire des hommes. Quelqu'un disait d'ailleurs, c'est un auteur français, j'ai beaucoup aimé son expression, il dit « La société se construit avec un peu de vérité, se maintient avec beaucoup de mensonges. Elle se maintient, mais se fragilise. » Et donc, dans notre cas, nous sommes à une époque de l'histoire où nous devons lever le voile sur certains mensonges qui nous piègent. Donc, le Debout Congolais, rien qu'en regardant la trame, les rimes,
on peut bien se rendre compte que ce n'est pas une âme proprement africaine qui a vécu le joug colonial qu'il écrit. Et même si on le transpose dans le temps, je pense qu'il est difficile tout simplement de dire que nous sommes longtemps courbés. Perpétuer cette phrase n'est pas motivant en tant que hymne, donc ce n'est pas mobilisateur. Et même encore, lorsque vous comparez le debout congolais à la zaïroise, vous vous rendez bien compte que le debout congolais, il commence par le debout congolais, ça veut dire mets-toi debout, alors que la zaïroise dit en avant. Donc, il suffirait d'être tout à fait objectif, neutre, simple pour se dire, tiens, l'étape à laquelle nous sommes n'est pas d'être debout, mais d'aller vers l'avant. Donc ça, ce n'est qu'un appendice pour dire, voilà, lorsque nous avons été piégés dans ce qui doit nous porter vers l'avant en tant que peuple, évidemment, nous avons pris du plomb dans l'aile, nous ne pouvons pas décoller parce que la formule incantatoire est plutôt annihilante, elle est démotivante, elle est glaçante. Dire que c'est le même auteur, c'est une affirmation qui est simpliste. Lorsque vous discutez avec quelques contemporains des années 70, j'en parlais avec l'un d'eux d'ailleurs, qui est décédé, où je lui posais la question, il m'a dit tout simplement, non, en fait, moi, j'avais dû amener la mallette au maréchal. Il y avait l'hymne qui était composé par quelqu'un d'autre. Il n'a pas cité le père Boka. Donc, ce sont des données qui existent et sur lesquelles on peut se pencher pour bien comprendre. Or, dès lors que cette affirmation, je l'ai eue, donc je me suis reposé la question, tiens, comment quelqu'un peut-il endosser un document qu'il n'a pas rédigé s'il avait rédigé le premier? Je crois qu'il devient difficile lorsque vous avez cette donnée de dire qu'il a été l'auteur effectif du premier document. Et ça ferait la combinaison de deux erreurs qu'il faut absolument corriger. Et les corriger nous a amené au concept de réconciliation. Donc, l'hymne que nous proposons est un hymne de réconciliation, justement, identitaire, intergénérationnelle, parce qu'elle prend ceux qui étaient en 60, ceux qui étaient là en 70 avec la Zaïroise, ceux qui sont revenus avec le debout congolais, mais il faut un bon jour mettre fin à cette manière de procéder. Au pays des hommes, bénis comme les aïeux. On a parlé de pays des eaux, tout simplement parce que quand on réconciliait les textes, la Zaïroise donnait autour d'un fleuve majesté. Alors, est-ce que cette donnée devait rester? C'était une question qu'on s'est posée, mais c'était fondamental. On s'est bien rendu compte que, en fait, ça fait partie du contour territorial, géographique de ce pays. Et donc, sortir ça, avoir un hymne qui ne l'a pas, c'était quelque chose de difficile. Mais est-ce qu'on va conserver cette trame-là? Alors, est-ce que c'est authentique? Ou alors, on est rentré sur la vérité biblique. Cette vérité biblique nous dit, je crois que c'est Ésaïe 18, elle nous parle d'un pays au-delà de l'Éthiopie qui est coupé par des fleuves. Donc, vu que les saintes écritures, qui sont d'une vérité absolue et de réalité prophétique que ne peuvent pas contester des êtres lucides, nous en sommes référés sur cela pour dire, tiens, réellement, le pays qui est le nôtre, c'est le pays qui est coupé des eaux et peut-être la richesse première dans le futur restera justement ces eaux-là et la caractéristique essentielle. Et donc nous avons dit le beau pays, beau comme beauté, beau pays des eaux. Pourquoi? Parce que c'est bibliquement annoncé et révélé. Voilà. Comment on peut concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école, le principe des civilisations et des morales, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires. Et alors, je voyais chaque fois la contradiction. En fait, je vais être assez sévère dans mes termes, c'est de dire qui se rappelle encore des cris des mains coupées, sinon celui qui avait entendu son grand-parent, ses grands-parents lui en parler.
Qui sait ce que ça veut dire voir un chef d'une ethnie être pendu devant ses pairs et les membres de son conseil? Ça devient de l'histoire lointaine, mais elle est réelle pour quelques-uns qui l'ont entendu de la part de leurs grands-parents. Ces gens-là, s'ils ne sont pas vivants avec nous, ils sont néanmoins présents dans notre univers invisible. Et donc, réconcilier, comme nous avons dit, les vivants d'aujourd'hui, les vivants d'hier et les vivants de demain, entendent cela. Quelquefois, nous, Africains, nous avons perdu notre sens de compréhension des faits, c'est-à-dire pourquoi est-ce que dans des États aussi développés, aussi épanouis, qu'on aurait cru affranchis des morts, on retrouve ce mémorial de manière constante et ces grandes cérémonies qui permettent de se rappeler ce qu'il en était. Donc, je crois que là, il faut que nous, Africains, revenons à comprendre le sens des choses et de l'histoire. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de nous réconcilier avec tout ce qui s'est passé sans rien effacer, sans rien mettre de côté. Un exemple fort, c'est que 32 ans de régime d'un règne ne peuvent pas s'effacer. C'est indiscutablement une erreur que nous sommes en train de commettre sur les temps modernes, si récentes. Alors imaginez que nous ayons été incapables de bien soutirer de cette période si récente ce qui était constructif et positif. Qu'est-ce qu'il en est de ce qui est lointain dans les années 40, 30? En réalité, il y a des données qui sont précieuses que nous ne pouvons pas abandonner, sans quoi justement nous ne devenons que des moutons ou des manettes en train d'être tiraillés par les donneurs de leçons d'outre-mer. Je vous avoue que je n'ai jamais considéré le Zaïre, mon pays, comme sous-développé, car mon peuple est discipliné, travailleur, digne et fier, alors que les pays qui se disent développés sont le théâtre de désordres sociaux, de grèves sauvages. C'est pourquoi nous préférons au terme de développement celui d'équipement. Nous reconnaissons volontiers que nous sommes sous-équipés par rapport à d'autres pays. En fait, la crise identitaire, c'est celle-là. Ça veut dire qu'est-ce qu'on enseigne aux élèves? On n'a jamais su ce qu'on doit enseigner aux élèves. On leur enseigne l'histoire, comme en fait on l'a voulu en 1960. Et à peine nous étions en train de pouvoir chercher les trames de notre parcours. Si vous demandez à l'EPSP, au ministère de l'Enseignement, quel est le produit final qui sort des humanités, le diplômé d'État, quelle connaissance doit-il avoir exactement, quelle orientation, quelle sensibilité doit-il avoir? Ces questions-là ne sont pas résolues. C'est pour cela que nous avons une crise identitaire. Lorsque l'on arrive à savoir ce que l'on doit être, ce que l'on doit affirmer, alors on sait ce que l'on doit donner aux futurs électeurs. Donc l'électeur d'aujourd'hui n'a pas été équipé en son être intérieur de ce qui est essentiel. C'est un déficit auquel il faut remédier. Il est temps que notre pays, la République démocratique du Congo, rentre dans une ère nouvelle qui va le propulser vers l'avant. Nous avons commis toutes les erreurs possibles. Donc aujourd'hui, en réalité, nous savons que nous avons fait toutes les fausses routes concevables. Aujourd'hui, il nous faut nous réconcilier, faire le point de manière neutre, sans état d'âme, sans un esprit partisan. Dès que nous faisons ce triomphe, effectivement, la réconciliation devient possible autour d'une identité. La réforme du système éducatif procède de l'entendement des dirigeants de comprendre qu'est-ce que la nation doit faire, qu'est-ce que la nation doit devenir. Peut-être que cela ne paraît pas clair. Lorsque nous disons que la mission du Congo-Zaïre, je vais l'appeler comme j'aime l'appeler, la mission du Congo-Zaïre, c'est de répondre au malaise nègre. Peut-être que ce n'est pas très bien compris. En réalité, ce dont on a besoin, c'est un État particulièrement conçu avec des formes de gestion qui soient intelligentes et qui lui permettent de donner à toute l'Afrique la fierté qu'elle attend, à laquelle elle aspire. Donc, dès lors que l'on arrive à comprendre que c'est cela notre mission, notre rôle au sein de toutes les nations, dès que cela est figé dans nos pensées, cela est clair, cela est bétonné, alors toutes les réformes vont pivoter autour de cette ambition et nous aurons gagné.
on ne revendique pas un chaos, un bouleversement. Lorsque nous redéfinissons l'hymne dans les termes qui sont ceux-là, une formule incantatoire qui mobilise les énergies du cosmos en vue de placer le pays dans son rôle, dans sa mission, à sa place. En réalité, à partir de ce moment-là, nous décrétons l'hymne comme étant sacré. Mais n'est sacré que ce qui provient d'une source limpide. Lorsqu'il y a un grain de sable, en fait, le sacré devient affecté et il ne peut plus jouer son rôle. Nous voulons justement resacraliser toute chose. Lorsque un élément est sacré, indéniablement, toutes les forces vives sont capables de défendre cet élément sacré. Or, on peut bien se rendre compte que de manière collective, on peut voir des gens rire de l'hymne national sans que d'autres pères ne soient offusqués. C'est ça la désacralisation, ça veut dire qu'il n'y a plus de force dans l'hymne. Lorsque l'on aura l'hymne que nous proposons adopté, vous pouvez être sûr que la fierté va revenir au sein des citoyens et il n'y aura pas besoin des forces de l'autre pour la défendre. Le sacré se défend par ceux qui l'ont porté. Il n'y a pas que l'hymne qui est sacré. L'emblème, le drapeau est sacré. Lorsque vous prenez l'historique du drapeau, vous vous rendez compte qu'en réalité, l'étoile jaune qui était placée sur ce fond bleu signifiait tout simplement la lumière de la civilisation qui pénètre les ténèbres de l'Afrique, au cœur de l'Afrique. Est-ce que cette étoile mérite d'être maintenue? Donc, dans ce cadre de réconciliation globale, nous avons récupéré le flambeau. Nous l'avons placé au milieu et nous avons donné un sens à ce flambeau. Nous l'avons appelé le flambeau de vérité. Ce qui est extraordinairement sensé parce qu'en fait, en dehors de la vérité, on est incapable d'être libre. Quelqu'un qui prône la liberté sans que la vérité ne soit disponible, en réalité, il se fait des illusions. C'est la vérité qui nous affranchit, qui nous rend parfaitement libres. Donc le flambeau que brandira le Congo-Zaïre, c'est le flambeau de la vérité. Nous serons porte-parole de la vérité à travers l'humanité. C'est ça notre mission, c'est ça notre part de l'identité. Et comme nous l'avons souligné, le mensonge gangrène tellement de systèmes qu'en réalité, il nous faut aujourd'hui, au sein de l'humanité, un défenseur de la vérité, quelqu'un qui dit, voilà, les Égyptiens, ils étaient noirs et il faut qu'on l'enseigne partout dans le monde, au moment de la création de Khéops, de la pyramide de Khéops, etc. Toutes ces choses, elles doivent être rendues publiques dans toutes les universités. Les plus simples de tous les citoyens partout dans le monde doivent connaître cette vérité historique. Lorsque le Congo-Zaïre aura appris que c'est sa part dans le concert des nations, vous pouvez être sûr que toute autre chose ira de manière naturelle vers l'avant. Je ne pense pas que nous soyons figés dans notre perception des choses. C'est vrai que les dictatures successives, peut-être pas dictatures, mais les pouvoirs forts successifs qui sont venus ont empêché un bon nombre de citoyens d'apprendre à penser de manière libre. Cela est vrai. Mais aussi, il faut apprendre que c'est par la force de notre propre volonté individuelle et conjuguée que l'on peut arriver à sortir des lornières qui nous sont fixées par quelques dirigeants. Vous savez, ce qui me surprend justement dans ce type de gestion, les citoyens sont insuffisamment libres, les érudits sont insuffisamment ouverts à la réflexion libre et autonome. Vous voyez, on entend parler tout le temps de démocratique. Il faut la démocratie, il faut des élections. En réalité, ce n'est pas la manière la plus opportune, à mon avis, de voir les choses. La question devrait être, quel est le mode de gestion
qu'il nous faudrait mettre en place pour permettre aux populations de tirer le meilleur bénéfice. Et pour moi, ce n'est pas la démocratie au sens générique, c'est plutôt un équilibre de pouvoir qu'il faut arriver à mettre en place, qui émane bien sûr du peuple et qui le lui retourne. Le Congolais n'a pas peur. C'est peut-être pour ça qu'il faut revenir sur l'expression Congo-Zaïre, où nous serions tout simplement des Zaïrois. Je crois que nous avons tourné tellement en dérision cette identité congolaise que nous nous autoflagellons en nous définissant si incorrectement. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures, dans ce fameux Ésaïe, on nous parle d'un peuple fort, d'un peuple grand. Ce qui est donné par les Écritures reste d'une vérité absolue et c'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas contre la culture. Il y a quelques personnages agités qui sont peut-être opposés et qui occupent le devant de la scène, mais globalement, en dessous, nous avons un peuple intelligent, un peuple fort, un peuple courageux, un peuple audacieux, qui a des opinions sur tout ce qui se passe sur la gestion de son pays. Je parlerai peut-être tout simplement rapidement du totem, le léopard. On n'a jamais pu trouver un autre totem que le léopard. On a peut-être à un moment parlé de l'équipe nationale comme des Simba, mais en réalité l'emblème léopard est resté. La question que l'on peut se poser, qu'avons-nous du léopard? Si on arrive à s'approprier l'emblème, le totem que l'on se donne, il est évident que l'on va acquérir une habileté, pour ne pas dire une agilité, en tant que nation, qui va être extraordinairement bouleversante. Et c'est notre victoire. Elle est prêche, elle est là. Mbokango mokengeli koi, mbokango mokengeli léopard.